Le dernier entretien, c'est un énorme plaisir pour nous d'avoir l'honneur de la présence ici parmi nous de Marie-Christine Barrault, actrice de cinéma, de théâtre, de télévision, très connue dans le domaine international pour les rôles importants. Micro, c'est elle qui nous engueule. Moi qui rappelle toujours l'importance du micro. Donc, pour reprendre, quel grand plaisir pour nous d'accueillir Marie-Christine Barrault, qui a fait une très belle carrière dans le cinéma, le théâtre et la télévision, qui est surtout connue à l'étranger pour les rôles qu'elle a joués au cinéma au temps de la nouvelle vague, Cousin-Cousine, Manu chez Maud, mais qui est restée très visible depuis, qui est issue d'une extraordinaire famille, la famille Barrault-Renault, dont il sera question, je pense, bientôt, et qui a passé sa vie aussi au sein d'un milieu éblouissant en France, Vadim, Jane Fonda et autres. Donc, c'est quelqu'un qui, dans ce colloque qui a traité surtout le théâtre contemporain, pourra donner une perspective historique peut-être plus arrondie sur le théâtre actuel. Et nous allons écouter avec plaisir sa conversation avec Tom Bishop, que vous connaissez déjà. Bon, merci beaucoup, Sarah. Je dirais deux mots pour commencer, parce que nous avons parlé un petit peu, Marie-Christine et moi, de ce dont on a envie de parler. Et on a beaucoup parlé ici depuis avant-hier soir de deux personnes. Deux noms ont été fréquemment mentionnés, Coltès et Jean-Louis Barrault. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu de pièce de Coltès et ne connaissent pas du tout Jean-Louis Barrault. Alors on va vous faire connaître un peu, on va parler un petit peu de Jean-Louis Barrault. En attendant la thèse que fait notre brillante étudiante sur Coltès qui va sortir bientôt et qui va tout expliquer sur cet auteur. Donc, ça se sera éclairé bientôt aussi. Mais entre-temps, Barrault était une des très grandes figures. Et d'ailleurs, on ne va pas nous limiter forcément à Barrault, mais on va quand même parler de Barrault. Il se fait que Jean-Louis Barrault a plusieurs raisons d'avoir une place d'honneur ici. La première, que c'est un des très, très, très grands du théâtre français. Nous avons parlé, j'ai perdu ma voix, mais je n'ai pas regagné depuis des mois. Alors, pardon, un peu d'eau, peut-être. Ça n'a rien arrangé. Si, c'est un peu mieux. Pardon. Nous avons parlé du théâtre d'aujourd'hui, nous avons parlé du théâtre de demain, nous avons un peu parlé du théâtre d'hier. Eh bien, on va parler avec Barrault du théâtre d'hier aussi, mais on va aussi peut-être parler d'autres choses. Mais on commencera par parler de Barrault. Or, Jean-Louis Barrault non seulement était un des très très grands, c'est aussi l'oncle de Marie-Christine Barrault, et c'était un grand ami du département de français, de la Maison française. Il est venu ici plusieurs fois. Et il a fait des choses avec nous, pour nous. Et nous allons voir, nous avons commencé avec 5 minutes d'un film qui a été fait sur Jean-Louis Barrault, qui a été fait il y a 30 ans par ma femme. Et c'était le seul film qui ait jamais été fait sur Jean-Louis Barrault et qui commence à Lincoln Center pour un gala où Jean-Louis Barrault a été le programme du gala pour la Maison française. Je pense que peut-être Francine même ne sait pas ça. Tu étais là, bon. Mais tu n'étais pas encore à la Maison française. Tu étais en 80, je crois. Ah, écoutez, en tout cas, on va voir 5 minutes de cela et où on voit un tout petit peu cet homme extraordinaire. Où il y a des gens
vous allez voir un groupe assez étonnant de personnes qui parlent de lui et quelques moments de son activité. Donc on va commencer par voir 5 minutes de ce film sur Jean-Louis Barrault et après on va parler de lui. D'accord? Bon, on y va. Une boule de chair tombée du ciel. Et je ne peux pas me imaginer. Jean-Louis Barrault est ce que je crois qu'il a toujours voulu être, un homme de théâtre. On voyait que c'était un garçon qui était déjà habité par son rêve. Ce goût du spectacle, de la fête, du théâtre, de l'art, du cinéma, ça s'est cristallisé dès le départ sur sa personne, sur son charisme, sur l'espèce d'élan vital qu'il donne aux choses qu'il fait. Quand on a travaillé avec des personnes comme lui pendant une dizaine d'années, on garde cela dans sa mémoire et ça reste un souvenir. Nous n'avons jamais travaillé ensemble, mais toujours le fait de savoir que Jean-Louis Barrault existait me donnait une énorme confiance. Je suis quelqu'un qui a été pris d'une maladie généralisée d'amour pour les êtres humains. Cette image qu'enfant et adolescente j'ai eue de ce que pouvait être un comédien, une comédienne, une compagnie, m'a sûrement donné encore plus envie d'être comédienne. Le comédien, c'est celui qui a la faculté de s'oublier soi-même dans les autres afin de les assumer. Comme je n'avais pas l'instrument typique du comédien, eh bien je suis devenu un homme de théâtre, c'est-à-dire que j'aime balayer la scène, j'aime servir mes camarades et j'aime mettre en scène, j'aime vivre dans le milieu du théâtre. Je me croyais seul au monde. Ce n'était pas vrai. Il y en a d'autres. Ils sont là, qui me regardent, m'observent, m'épient, me jugent et me jaugent. Terrifique constatation, je suis vu. I am seen. En 1943, Baptiste tombe amoureux de Garance et offre une image qui captive l'imagination de l'Europe déchirée. Le personnage de Barrault, tel qu'il s'est cristallisé dans Les Enfants du Paradis, et qui est une part de lui-même, n'est-ce pas? C'est pas seulement un rôle de composition. Cette espèce comme ça d'enfant innocent et habile est un personnage de l'imaginaire mondial, et que Jean-Louis appartient à l'imaginaire mondial. Je suis un pur innocent terrible. C'est-à-dire que j'appartiens à la famille des enfants, des animaux et de la nature. Sous le masque, ce visage devient le symbole de l'espoir et des passions cachées. C'est pour ça qu'il y a une vertu dans Les Enfants du Paradis qui fait que le film ne se démode pas, parce qu'il se renouvelle constamment. On dit que c'est parmi des 10 plus importants films du monde. Oui, enfin, les gens l'ont dit et je le crois.
En tout cas, c'est un souvenir inoubliable pour moi. Un jour, Barrault raconte à Marcel Carnet l'histoire d'un mime rendu fou d'amour. Le poète Jacques Prévert, scénariste de Carnet, est séduit par l'idée. Ce fut Les Enfants du Paradis. Au générique, Arletty, Étienne Decroux et Pierre Brasseur. Tu parles avec tes jambes, tu réponds avec tes mains, un regard, un haussement d'épaule, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et hop, ça y est, ils ont compris, au paradis. Oui, ils comprennent tout. Et pourtant, ce sont de pauvres gens. Mais moi, je suis comme eux, je les aime. Il va falloir qu'on soit intéressant, hein, Tom, parce que sinon, il faut être déçu. Ils vont regretter. Peut-être qu'on aurait dû montrer ça à la fin, quand on ne prenait pas de risque. Bon. Moi, je te pose une question, on va se poser des questions, mais je te pose la première. C'était quand même, tu étais proche, c'était ton oncle, c'était aussi quelqu'un avec qui tu travaillais, avec qui tu étais proche. C'était professionnellement, personnellement, c'était comment, Jean? Non, j'ai pratiquement pas travaillé avec lui. Non, pas du tout. Non, parce qu'il faut quand même dire que moi j'étais très très proche, évidemment, comme enfant, comme petite fille, comme adolescente, oui. D'autant que mon père, son frère, est mort très jeune, donc j'avais plus de père. Mais j'ai pas du tout vécu dans le cénacle du théâtre. J'avais juste le droit d'aller voir ces spectacles. Et puis de le voir lui, bien sûr. Mais je veux dire, les seuls spectacles auxquels j'ai assisté étant enfant et adolescente étaient les spectacles de la compagnie Renaud-Barrault, ce qui était une grande chance d'ailleurs, parce que c'était tellement diversifié, c'était tellement pas sectaire sa programmation, que j'ai eu l'impression d'avoir vu plein de compagnies différentes et plein de metteurs en scène différents. Mais quand j'ai décidé d'être actrice, je ne suis pas ici pour raconter ma vie, mais quand j'ai dit à la famille que je voulais être actrice, ça a été très très mal perçu. Ah bon? Très très mal. Ah oui. Donc il m'a fallu de longues années pour faire oublier la chose. Alors j'ai quand même, parce que j'ai jamais compris, il y a eu c'était un petit peu un langage double de leur part, et ils ont tout fait pour me décourager. Et puis une fois que j'ai commencé, et j'ai eu la chance de commencer dans les meilleures conditions, puisque je suis née comme actrice avec un théâtre, c'est quand même assez rare, qui était le théâtre de la commune d'Aubervilliers, c'est-à-dire le premier théâtre de la décentralisation parisienne. C'était toute une aventure, c'est une aventure qui commençait, maintenant on ne se rend pas compte, mais c'était quelque chose de tout à fait inouï, alors que, évidemment, j'aurais pu aussi bien commencer dans un théâtre extrêmement bourgeois parisien. C'était plutôt ma famille m'aurait éventuellement poussé à ça. Et je me suis retrouvée donc travaillant avec cet homme de théâtre que je trouve d'une pureté qui n'a jamais bougé, qui est Gabriel Garand. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais des gens comme Gabriel Garand ont beaucoup fait pour une forme de théâtre et d'engagement théâtral en France. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de travailler avec le père de David à Aubervilliers. Ah oui. Et bon, voilà. Donc, une fois que j'ai commencé, après, il y a eu un petit revenez-y et Jean-Louis a essayé de me faire un tout petit peu travailler dans la compagnie. Donc, je les ai accompagnés pendant quelques mois. J'ai fait très peu de choses, mais j'étais quand même dans la création de La Tentation de Saint-Antoine, montée par Béjart, où je faisais un peu le corps de ballet. Et la première pièce de Nathalie Sarraute, Le Silence, les deux premières pièces, Le Silence et Le Mensonge, qui ont été créées au Petit Odéon. Et puis, bon, j'ai fait 2-3 bricoles comme ça. Donc ça, c'était les 2 premières pièces de Barrault que tu as vues? Non, que je jouais comme actrice. Que tu jouais. Comme actrice. Pardon. Et puis là-dessus, heureusement, mai 68 est arrivé et a coupé complètement entre nous, non pas à cause de mai 68, mais parce qu'il n'avait plus de théâtre. Et heureusement, parce que je n'avais pas du tout l'intention de faire ma carrière dans la compagnie, parce que je pensais qu'il fallait que je trouve mon propre chemin. C'était ça le plus important. Donc, je ne peux pas dire que je l'ai vu travailler dans le détail avec les acteurs. Le peu quand même que j'ai vu, je crois qu'il ne dirigeait pas du tout les acteurs. Il n'y avait aucune direction d'acteur. Parce que j'ai eu quand même un épisode absolument violent. Il m'avait engagée pour jouer Jeanne d'Arc dans Henri VI de Shakespeare. Henri VI, c'est où il y a Jeanne d'Arc. Oui. Henri VI. Oui. Ce qui était évidemment pour moi une catastrophe totale. Je ne me suis même pas rendu compte parce que c'était un rôle extrêmement difficile et je n'en avais absolument pas la technique. J'avais fait 2 ans de conservatoire, mais j'avais
très peu appris. Ce que j'ai appris, je l'ai appris après, sur le tas, mon métier d'actrice. Mais là, vraiment, j'étais nulle au niveau... Enfin, je n'avais pas la technique pour jouer ce rôle, en tout cas. Et j'ai vu... Alors, il y a eu 2-3 répétitions, mais les 2-3 répétitions, moi, je n'ai jamais vu ça. Je suis à peine montée sur le plateau. Il ne m'a pas du tout dirigée. Et puis, il lisait le texte lui-même. Enfin, j'ai trouvé ça très bizarre. Et puis après, bon, la semaine suivante, au tableau de service, il y avait marqué que le rôle allait être tenu par une autre actrice. Alors, sur le moment, ça a été assez violent, mais en même temps, je pense que ça m'a sauvée. Ah oui, en effet, c'est un moment dur. Mais tu ne sais pas s'il avait travaillé avec l'autre actrice. Mais l'autre actrice était une actrice de la troupe avec qui il avait l'habitude de travailler. Oui, et donc, il la connaissait bien et tout. Mais il s'est rendu compte que sûrement, il y avait un travail à faire avec moi que d'autres metteurs en scène auraient fait. Mais lui, c'était pas son truc, ça. Oui. Lui, je pense qu'il mettait les acteurs tout de suite dans une scénographie, un rêve. Il était très, très riche, comme ça, dans ses propositions, mais il fallait que l'acteur suive. Moi, je travaillais avec d'autres acteurs, avec d'autres metteurs en scène qui ont été comme ça, mais qui, avec le temps, c'était moins difficile pour moi. Mais à l'époque, quand on était un jeune acteur, une jeune actrice, on avait quand même besoin d'être un peu pris par la main et mené par le metteur en scène. Ce qui était quand même surprenant, parce que Jean-Louis n'avait pas de... Enfin, il avait dans chaque pièce une une esthétique différente. Il n'avait pas une esthétique Barrault. Je crois que ces pièces changeaient énormément de Rabelais, qui était tout de suite après oui, mais c'est ça qui m'a plu, moi, dans l'histoire du théâtre que j'ai apprise à travers lui. C'était qu'effectivement, dans l'année, on voyait 4-5 spectacles, mais qui n'avaient rien à voir dans leur esthétique, ni dans le choix des textes, etc. Et puis surtout, cette diversité. Moi, je dirais, j'ai toujours été très marquée, parce qu'il se trouve que c'était la semaine de la mort de mon père, en plus. Mais dans la même semaine, la troupe jouait La vie parisienne d'Offenbach et Le soulier de satin de Claudel, en alternance. Et c'était les mêmes acteurs. C'est pas mal, pas mal. Ça, je trouve, et c'est ça, en fait, moi, dans ma vie d'actrice, c'est ça que je recherche, c'est cette diversité, de jamais s'enfermer dans un schéma et dans un style ni de jeu, ni esthétique. C'est évidemment le contraire absolu de comment on travaille aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le metteur en scène a habituellement, pendant une période assez longue, une esthétique qu'elle fait valoir pendant une période assez longue. Tandis que là, ça changeait de pièce en pièce. Oui, puis par exemple, il n'y avait pas de travail. Le peu que j'ai vu, il n'y avait pas de travail à la table. Moi, j'ai travaillé après avec Planchon. On a passé 3 semaines, enfin oui, peut-être en tout cas 2 semaines autour de la table à creuser le texte jusqu'à ce que vraiment, comme un escalier qui descendait en colimaçon jusqu'à une espèce de vérité qu'on arrivait à toucher autour d'une table et hop, on partait sur le plateau. Mais Jean-Louis, le travail à la table, ça consistait à ce que lui, il lise la pièce aux acteurs et après, en avant, Hardy Mais Petit. par exemple, pour Claudel, c'était comme ça? Mais je ne sais pas, moi j'ai pas, malheureusement. Alors, c'est pardon, le grand regret de ma vie, c'est que, ayant eu des débuts difficiles affectivement avec eux, puisqu'ils ne voulaient pas que je sois actrice, je n'ai pas pu participer quand même à quelque chose qui aurait été d'une très grande richesse, c'est-à-dire les voir travailler. Mais j'ai vu les résultats quand même, je voyais les résultats. Oui. Jean-Louis avait une carrière assez extraordinaire en France. Et il était tout à fait une tête d'affiche pendant des décennies et des décennies dans des théâtres très différents, ayant commencé, quand il a été installé à l'Odéon par Malraux, et puis limogé de l'Odéon après mai 68, on connaît l'histoire. On connaît, peut-être vous ne connaissez pas l'histoire, mais on ne va pas rentrer là-dedans, on va parler pas de la politique, mais de l'esthétique. De toute manière, il a continué à offrir des pièces de répertoire, tant dit classiques comme Molière, souvent il a beaucoup monté Molière, et Claudel, et alors du répertoire très contemporain comme, je crois, Jean Vauthier, des gens très jeunes. C'était un répertoire très Ionesco, très éclectique. Alors, je peux prendre la parole parce que je trouve, par rapport à tout ce qu'on a entendu ce matin de passionnant, moi je trouve qu'il y a une chose qui est un peu navrante aujourd'hui, en tout cas au niveau où moi je suis,
c'est ce clivage qui s'est mis en place depuis une vingtaine d'années entre le théâtre public et le théâtre privé en France. Et que je comprends très bien, je vois très bien la différence et qu'on ne peut pas mélanger les deux, ne serait-ce qu'au niveau économique. Mais, par exemple, pour ce qui est des acteurs, pour ce qui est même des metteurs en scène, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre? C'est parce qu'il faut dire que Jean-Louis Barrault a eu absolument une politique de théâtre public, tout en étant pratiquement, sauf la période de l'Odéon, un théâtre privé et une entreprise privée qui faisait de l'alternance, c'est-à-dire ce qui coûte le plus cher quand même. Arriver à faire jouer à une troupe 2, 3, quelquefois 4 pièces, mettons 3, en même temps, et sans aucune subvention. Il avait une petite subvention, mais vraiment très petite, et qui était coupée de plus en plus. Oui, il n'y a qu'à l'Odéon où il a eu une vraie subvention. Oui. Et ça, je trouve ça quand même assez épatant. Alors, je ne sais pas si ça serait possible aujourd'hui, parce qu'effectivement, les conditions économiques sont de plus en plus difficiles, dans le théâtre privé en tout cas, et même dans le théâtre public, parce qu'il faut les sous sont les sous. Mais voilà, ça. Et puis surtout, il a construit immédiatement cette compagnie sur le fait de jouer en France pratiquement la moitié du temps, et l'autre moitié faire des tournées dans le monde entier. Oui. Et ça, je ne sais pas si personne, je crois que personne a pu suivre ce chemin-là. Personne n'a jamais fait ça. Personne n'a jamais fait ça. Non. Et moi qui vais beaucoup à l'étranger... Ni avant, ni après. Moi, chaque fois que je vais dans des pays étrangers, on vient m'apporter des papiers. L'autre jour encore à Montevideo, où je faisais un spectacle, on est venu m'apporter le programme de la semaine que la compagnie Renaud-Barrault, c'était exactement 50 ou 60 ans avant, le programme de la semaine, le Misanthrope, je ne sais plus, ils avaient joué 4 ou 5 pièces, et ils gardaient ça religieusement. C'est comme s'ils avaient eu la visite du pape pour des catholiques. Et par le nombre d'endroits où on parle encore de lui, de la compagnie et tout, dès le départ, ils n'ont pas été faire un mois de tournée. Ils faisaient 3-4 mois de tournée. Et l'économie de la compagnie tenait autant sur les tournées que sur la vie en France. Ce qui est, là aussi, c'était une vision du théâtre. Il le dit assez, qu'il a une vision très humaniste du théâtre. On fait du théâtre par amour. On retrouve ça partout dans ses livres, dans ses textes. L'amour de l'homme et le partage. On parlait tout à l'heure de l'assemblée. Il y a un très beau texte, je l'ai laissé à Paris malheureusement, mais un très beau texte où il disait ça. Les hommes se mettent ensemble dans une clairière, ils s'assoient ensemble et puis le théâtre commence. Et c'est le fait d'être ensemble qui crée la chose théâtrale. Il a toujours défendu ça, mais il l'a défendu vraiment dans le quotidien. Et comme tu dis, ces tournées étaient... Bon, personne n'a jamais fait ça. Il s'est déplacé la moitié de l'année avec sa troupe. Et ces tournées en Amérique du Sud, par exemple, étaient les grands événements culturels de l'Amérique du Sud. En Argentine, au Brésil... tu as dit au Chili, je crois. En Argentine, il y avait tellement de monde qu'ils étaient obligés de mettre des écrans devant le théâtre, et il y avait 10 fois plus de monde sur la place devant le théâtre que le théâtre ne pouvait en contenir. Oui. Les gens en parlent encore. Mais en Amérique aussi, ils sont venus souvent à New York. Souvent. Il a fait une fois une saison de 14 semaines, je crois, au Ziegfeld Theater, qui est un grand théâtre. Enfin, ce qui était, je crois que ça n'existe plus, ou alors c'est devenu je ne sais pas quoi, mais c'était un grand théâtre à la 6e avenue et la 57e ou 8e rue, et il a joué là pendant 4 semaines, je crois. Plusieurs spectacles en plus. Oui, plusieurs spectacles, et c'était un triomphe, presque toujours un triomphe. Il a aussi mis en scène Faust au Metropolitan, à l'Opéra, qui n'était pas un triomphe, c'était moyennement reçu par la critique, mais c'était, je crois, la première fois qu'il ait fait un opéra. Pour lui, c'était quand même une expérience importante. Ils sont venus souvent ici, c'est-à-dire la troupe, car je ne vous parle pas de Jean-Louis Barrault, c'était Jean-Louis Barrault et toute la troupe. Enfin, ils ont fait des voyages. On a dans ce film des images de la compagnie Barrault, Renaud-Barrault sur les bateaux, car ils venaient en bateau. C'était avant l'histoire de venir en jet. Donc, ils venaient sur les bateaux et il y a des scènes formidables où la compagnie fait de la gymnastique sur le bateau. Et il répète les scènes de combat à l'épée sur le bateau. Et ça durait des semaines. Et ils se sont déplacés dans le monde entier comme ça. C'était
La grande époque, la grande époque. Il faut dire que c'est pas le premier qui est voyagé. Copo est venu pendant la Première Guerre mondiale à New York et il a joué pendant, je sais pas, il a donné 100 quelques, tu connais pas, enfin énormément de pièces en très peu de temps, en une saison et demie, il a monté environ 90 pièces ou plus. C'était pour faire la propagande pour la France pendant la Première Guerre, pendant que l'Amérique n'était pas encore en guerre. C'était pour encourager l'Amérique de bien penser de la France. Bon, mais c'était uniquement Copo à New York. Tandis là, c'était les Barrault, enfin c'était Copo et les Copiaux, toute sa compagnie. Mais ici, c'était la compagnie Renault-Barrault dans le monde entier. C'était là leur domaine. Il y avait même des pièces qu'ils créaient à l'étranger. Et ils les ramenaient après. Ah oui, ça je ne savais pas. Oui, il y a eu plusieurs pièces qu'ils ont créées à l'étranger. Oui. Je n'ai pas la liste, mais Qu'est-ce que tu as des souvenirs de pièces que tu as vues chez eux? Oh, bah oui. De grands souvenirs? D'abord le partage du midi, que j'ai dû voir je ne sais pas combien de fois, parce que pour moi, c'était le sommet absolu du théâtre. Je pense d'ailleurs que j'ai été actrice pour pouvoir jouer un jour le partage de midi. Heureusement que je l'ai fait, sinon ce serait un regret irrémédiable. Le Soulier de satin, bien sûr. Enfin, les Claudel, déjà, d'une manière générale. Les Claudel. Et puis, Ionesco, le Rhinocéros, les Marivaux. Alors, Marigny, j'y ai été un peu, mais j'étais vraiment très, très petite fille. J'ai commencé à aller quand il a commencé à errer, parce que c'était pas évident. Marigny, c'était son premier théâtre. C'était son premier théâtre de la compagnie. Oui. Et parce qu'avant, ils étaient à la Comédie Française. Avant, ils étaient à la Comédie Française. Et avant, Jean-Louis avait fait 2-3 spectacles comme ça, unitaires, à l'Atelier et au Théâtre Antoine. De Franklin. Oui. Alors, j'ai que des grands souvenirs, pratiquement, j'ai que des grands souvenirs, parce que vraiment, il y avait des spectacles qui étaient plus ou moins réussis, puis j'étais assez jeune, donc j'étais quelquefois un peu intransigeante, en trouvant tout d'un coup quelque chose de moins intéressant. Puis quand c'est la famille, moi je vois bien comment c'est maintenant avec ma famille, je veux dire, ils sont les rois ils viennent me voir, et après, c'est le genre, alors qu'est-ce qu'on fait pour Noël, chez qui on réveillonne? Et ils ne se préoccupent pas du tout de ce qu'ils ont vu. C'est toujours difficile, les rapports avec la famille. Mais moi, j'étais quand même... Non, c'est vrai, c'était... Et puis, ça se mêle à des problèmes affectifs, de demande d'amour, d'exigence. C'est pas facile. Surtout que c'était... Moi, je suis en train de faire quelque chose qui va, j'espère, être intéressant à lire. Il se trouve que quand Jean-Louis a été mobilisé en 1939, enfin comme tout le monde, il est parti du côté de Dijon. Et évidemment, il était à l'arrière et il s'est ennuyé comme un rat mort. Il épluchait les pommes de terre et il allait chercher de l'avoine pour les chevaux. Et c'était un déchirement total entre lui et Madeleine Renaud. Ça faisait 3-4 ans qu'ils vivaient ensemble, qu'ils étaient amoureux. Ils se sont écrits tous les jours. C'est-à-dire que Jean-Louis, c'est même pas tous les jours, c'est toute la journée et toute la nuit. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas quand une lettre finit et quand l'autre commence, tellement il écrit. Elle, c'est plus codé. Mais enfin, il y a énormément de lettres que j'ai eu l'occasion de lire quand j'étais qu'on m'a demandé si je voulais les lire. Après leur mort, elles ont été rachetées par la Bibliothèque nationale. Et donc, on est en train de les éditer. Enfin, je suis en train de faire le choix pour les éditer. C'est très, très émouvant. C'est très émouvant. Parce que c'est des grandes lettres d'amour et c'est des grandes envolées. En plus, Jean-Louis, à l'époque, il a 29 ans. Il a juste à peine commencé à faire 1-2 spectacles. Il est le jeune metteur en scène, le jeune acteur dont on parle. Et là, il est en train d'éplucher les pommes de terre. Il n'a pas du tout le sens de la patrie et de la défense de la patrie. Il est antimilitariste à un point inimaginable. Mais de sa femme, il l'avait. De sa femme, il l'avait. De sa femme. Le sens de sa femme? Oui. Ah bah oui. Et tu sais, je dois te dire que moi j'ai vu Jean-Louis peut-être 5 fois à New York quand il était là. Et on s'est toujours vu. Et chaque fois, c'était d'habitude au déjeuner. Et à la fin du déjeuner, l'heure était avec 6 heures de décalage. À 2h30, il attendait un coup de fil de Madeleine. Et Madeleine a toujours téléphoné à 8h30, tous les jours. Et il attendait ça. On ne pouvait pas lui parler. Il fallait attendre à ce que Madeleine ait appelé.
il attendait ça comme un gosse. C'était bien après Oui, mais alors justement, ce que tu me rejoins, parce que ce que je voulais dire, c'est que à la lecture de ces lettres, moi je l'ai ressenti évidemment encore plus que n'importe qui, mais je pense que les lecteurs le ressentiront. On sent, on a l'impression qu'ils pensent tous les deux être victimes d'une injustice abominable qui n'a été que pour eux d'avoir été séparés. Oui. Alors on se dit que quand même le monde entier est en train de partir en morceaux, en vrilles. Et, bon, évidemment, ils ne le savent peut-être pas exactement encore ce qui va se passer, mais quand même. Et ils ne pensent qu'à une chose, c'est qu'on a osé les séparer et que c'est un crime abominable. Mais c'était pareil après la guerre. Oui, mais alors ce qui s'est passé, c'est que toute leur vie après, c'est la réponse à ça. C'est-à-dire, on ne nous séparera plus. Parce que moi, j'ai beaucoup souffert de ça quand j'étais enfant. J'aurais voulu le voir lui tout seul, parce que d'abord, j'avais une relation très forte avec lui. Puis mon sang, c'était lui, c'était pas elle. Elle, c'était sa femme, c'est tout. Et ma marraine, bon, mais ça, mais je veux dire, c'est... Mais lui, et je ne pouvais jamais, presque jamais, le voir tout seul, parce qu'elle s'interposait toujours. Elle était toujours là. Elle avait tellement peur qu'on le lui prenne. Même la nièce, enfant, elle avait peur qu'on le lui prenne. Ils ont créé autour de lui, et ça ne s'est pas vu ni senti, parce qu'ils avaient un métier qui les portait évidemment vers l'ouverture, vers le soleil, vers le peuple, vers le monde. Et ils ont créé une bulle. Et dans cette bulle, il y avait Jean-Louis et Madeleine, Madeleine et Jean-Louis. Ce qui ne l'arrêtait pas du tout, lui, en tout cas, je ne sais pas quant à elle, de bien apprécier les femmes. Ben c'est justement ça, justement. Tout le monde sait qu'à partir du moment où il y a une bulle ou des barreaux, on n'a qu'une envie, c'est d'aller de l'autre côté. Oui. Il en est l'exemple un peu, mais enfin, l'essentiel de sa vie, c'était quand même elle, et ils étaient quand même fusionnels jusqu'à la fin de leur existence, et y compris d'ailleurs dans le fait qu'ayant 10 ans de moins, il est quand même mort avant elle, et que d'une certaine façon, moi j'ai toujours dit que c'était elle qui l'avait attiré vers la mort pour être sûr qu'il meurt, qu'il était toujours avec elle. Et bon, elle est morte quelques mois après. C'était très... Mais c'est très intéressant. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de faire ce livre, enfin de faire éditer ces lettres, parce que je trouve, moi je vais quand même un peu écrire dans le livre et dire un peu ce que je pense. Ce que je pense et ce que je dis là. À savoir, c'est quand même très très intéressant de voir comment, à la fois, toutes leurs forces se sont unis pour être l'un avec l'autre, et en même temps, comme c'était les mêmes forces et le même amour du théâtre, ça a donné quand même une explosion inouïe de théâtre quasiment mondial. Mais alors, dans le théâtre, qu'est-ce que tu dirais? Quelle était, en rétrospective, quelle était sa place dans le théâtre des années, mettons, 50, 60, 70? Il était quand même très actif pendant ces 3 décennies, même après, mais un peu avant, mais surtout, c'était ces grandes années de 50. Ça, c'est une question que les universitaires pourraient presque plus traiter que moi. Et on les a beaucoup, pas opposés, mais on a beaucoup dit qu'il y avait 2 pôles qui étaient Jean-Louis et Jean Vilar, quand même. Jean Vilar avec à la fois son austérité et en même temps cette création incroyable du théâtre national populaire. Je crois qu'ils s'appréciaient beaucoup tous les deux, mais je crois que vraiment on voyait bien que c'était 2 chemins un peu différents. Jean-Louis je ne sais pas comment les gens le percevaient, mais il a toujours eu l'air d'un enfant terrible qui avait poussé la porte en disant je suis là et ne m'embêtez pas et ne m'empêchez pas de faire ce que je veux. Il n'était pas du tout dogmatique. Je veux dire, je crois qu'il appartenait à aucune école. Enfin, moi, de mon point de vue, il appartenait à aucune école. En tout cas, son théâtre, effectivement, était surtout au service des auteurs. Je crois qu'il avait une passion pour les auteurs. Tout à fait. Passion. Il était capable de partir. Mais, par exemple, il a toujours eu envie de faire venir dans son théâtre des troupes étrangères, toujours. Oui, alors que ça ne devait pas être facile non plus, parce que ce n'était pas un théâtre public. Et il était à la recherche, on aurait dit comme un chien truffier qui cherche l'auteur, le nouvel auteur, et rien ne l'arrêtait si tout d'un coup il avait envie de se mettre au service d'un auteur. Il était content quand on lui a confié le Théâtre des Nations. Oui, bien sûr, c'était tout à fait c'est ce qu'il voulait. Dans ses idées. Et là, il a reçu des troupes étrangères tout le temps, c'était formidable. Et même dans la dernière période, qui n'a pas été la plus riche, au Rond-Point, il avait voulu créer aussi je ne sais plus comment ça s'appelait, le théâtre international. Bon, ça n'a pas vraiment... Il avait perdu beaucoup d'énergie à ce moment-là. Il avait été tellement malmené par le gouvernement français qu'il avait...
C'est vrai qu'il n'a jamais très bien supporté qu'on l'expulse. Enfin, il avait quand même créé... Il avait un don pour créer des... On parlait ce matin des lieux, mais il avait peur de rien, lui. Vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un déménager autant, parce que c'est pas comme un metteur en scène qui va faire une mise en scène dans un théâtre. Lui, à chaque fois, il arrivait avec toute sa grande famille, et il a déménagé je ne sais pas combien de fois. Oui. Et après 68, la façon dont il a fallu qu'il quitte l'Odéon, se retrouver dans une salle de ring à Montmartre pour monter, une salle de boxe, un ring de boxe à Montmartre pour monter Rabelais. Et il avait quand même presque 60 ans. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a jamais baissé les bras. Ensuite, cette idée géniale de faire un théâtre dans la gare d'Orsay. Il n'y avait pas tellement de lieux. C'était le plus merveilleux. Ça, c'était le plus génial. Génial. Cette gare d'Orsay qui était quasiment désaffectée. Il y avait 10 trains par jour. Et il raconte que le chef de gare s'arrangeait pour que le bruit des trains soit entre deux scènes ou ne les gêne pas. Parce qu'il y avait encore des trains le soir. Il n'y en avait plus beaucoup, mais il y en avait encore. Et puis tout d'un coup, voilà, ça devient un musée. Lui, il s'est battu en disant, mais il peut y avoir un théâtre dans un musée. C'est vrai que si on avait voulu, on aurait pu. Mais il a été viré comme un malpropre par un Giscard d'Estaing qui lui a dit, vous n'avez jamais songé à prendre votre retraite? Je veux dire, c'était après tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il était, je veux dire, il a été mais ulcéré. Et cette idée de prendre une patinoire à Paris pour recréer un théâtre dans une patinoire, qui maintenant est quand même un des lieux qui est de théâtre le plus vivant à Paris, je trouve qu'on lui doit beaucoup. D'ailleurs, avec d'autres acteurs issus de la troupe, de ceux qui restent, on avait eu l'idée à un moment donné, mais ça s'est vite arrêté parce qu'on avait pu de mettre des plaques partout où il avait fait un théâtre. Ici, Jean-Louis Barrault a fait de ce lieu un théâtre. Choses, alors on a réussi à le faire. C'était impossible. Oui. Mais ce qui est peut-être qu'il faudrait souligner, parce que tout le monde ne sait pas pourquoi il a été viré de l'Odéon. Il a été quand même nommé à l'Odéon, la seule fois où il a été nommé dans un théâtre public, officiel. C'était une grande nomination, et c'était en 68. Non, c'était non, enfin avant. 10 ans avant. Mais en mai 68, il dirigeait le théâtre de l'Odéon. Il y avait les manifestations que tout le monde connaît, et le ministère... Malraux, à travers ses adjoints, a fait savoir qu'il voulait qu'il ferme l'Odéon et qu'il empêche les étudiants d'être là. Il lui a demandé de couper l'électricité. Couper l'électricité. Et le téléphone et l'électricité. Et Jean-Louis a dit que s'il coupait l'électricité, il allait y avoir des morts. Il y avait, je ne sais pas, 3000 étudiants dans le théâtre en permanence. Il allait y avoir des morts. Et il a eu cette phrase, serviteur oui, valet non. Donc, il n'a pas coupé. Et il a dit, surtout, si vous voulez le faire, faites-le vous, mais ce n'est pas moi qui prends la responsabilité. Et 2 mois après, sans aucune explication, et Malraux ne l'a même pas reçu pour le lui dire, il a eu une lettre pour lui dire qu'il n'était plus directeur de l'Odéon. C'était un des grands moments d'André Malraux. Ah, c'est un grand moment d'André Malraux, oui. Oui. Il y en a d'autres, mais celui-là... Oui. Il y avait eu des paravents. Tu crois que c'était... Tu crois ? Tu crois, Olivier, que c'est lié auparavant ? Que Malraux a fait ça pour les paravents? Je ne crois pas. Oh oui, mais quand même, non. Je ne crois pas. Alors là, c'est encore pire, alors. Alors là, Malraux... Non, moi je suis d'accord avec Olivier. Non, mais... Oui, Malraux l'avait défendu au moment où ils avaient... Oui, mais c'est pas Malraux qui a pris la décision. Pardon. Enfin, je ne suis pas un spécialiste du tout, mais c'est pas Malraux qui a pris la décision de le remercier de l'Odéon, c'est venu de plus haut. Je pense que Malraux a exécuté une... Alors ordre. Plus haut, ça veut dire de Gaulle ? Probablement, oui. Étant ici la seule personne qui se soit faite virer de l'Odéon. Étant ici la seule personne, autre personne qui se soit fait virer de l'Odéon. Ça, c'est vrai. Je peux vous dire, la décision se prend en haut. Bon, alors, raconte-nous tout, Olivier, c'était pourquoi ? Non, je pense que malgré tout, les paravents, c'est resté comme un contentieux avec Élysée. Je crois qu'il a été averti de ce que je sais de l'occupation par les étudiants. Seulement, comme vous le savez, je m'excuse de raconter des histoires que tout le monde connaît, il a pensé qu'il serait porté par cette jeunesse
Pourquoi? Parce qu'il avait fait de l'Odéon un théâtre qui était tout sauf un théâtre bourgeois. Mais absolument. Qui était au contraire le théâtre de la jeunesse et des Absolument. étudiants. Donc il a pensé que là, qu'il allait être au cœur de ce mouvement avec lequel il était en empathie totale. Or, il a très vite compris que ça ne serait pas le cas. Et il a eu cette formule inimaginable, Barrault est mort. Ouais. Ce qu'il a dit aux étudiants. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'il est resté dans le théâtre jusqu'à la fin. Il n'a pas du tout quitté le théâtre, il est resté avec eux jusqu'à la fin. Moi, j'ai vu dans les archives de l'Odéon l'état de l'Odéon après le départ de l'occupation. Oui, raconte. Oh bah, une horreur. Bah, encore une fois, je cite Barrault, ils ont chié dans les costumes. Ouais, les masques, les costumes, tout avait été détruit. Le théâtre a été absolument saccagé. Et à Cohn-Bendit, que j'ai reçu à l'Odéon, avec un peu de terreur, évidemment, je lui ai demandé comment ça s'était passé, et il m'a répondu, mais moi, j'y allais jamais, c'était les nuls qui allaient à l'Odéon. Donc, l'idée mythique, comme ça, de la gauche révolutionnaire, qui aurait fait à l'Odéon le centre idéologique du mouvement de 68, j'y crois pas du tout. C'est toujours la vieille guerre entre l'anarcho-gauchisme et, en quelque sorte, l'idée communiste ou l'idée de gauche qui veut s'intégrer à l'institution. Entre ceux qui pensent qu'il faut tout détruire pour tout changer et ceux qui savent qu'on ne pourra pas tout changer mais qu'on peut faire mieux aujourd'hui. Voilà. Et c'est cette guerre-là idéologique qui a été magnifiquement racontée dans un spectacle de Scarretti. Et puis, bien évidemment, Barrault se prend ces tomates-là. Je pense qu'il a été, c'est toi qui pourrais le dire, je pense qu'il a été meurtri, profondément meurtri. Ah oui, là c'était... Quand il a dit Barrault est mort, c'était pas dans le même contexte, mais je pense qu'il est mort de ça. Il est mort de ça, vraiment. C'est un autre vraiment, Barrault qui a réussi à... C'était une traversée du de désert. l'idée qu'il était comparé aux forces d'oppression, aux forces réactionnaires, alors que toute sa vie avait été le contraire. 2 mois plus tard, c'est Villard qui va reprendre la même vague d'infamie et qui va subir les mêmes assauts des mêmes anarcho-gauchistes qui ont quitté l'Odéon pour aller à Avignon avec l'idée que l'institution, quelle qu'elle soit, est mauvaise. Mais... Je suis la seule personne qui a occupé à la fois le fauteuil de Villard et le fauteuil de Barrault. Donc c'est pour ça que j'ai les chocottes. Alors, et il y avait pour Barrault à ce moment-là une traversée du désert très pénible, très longue, qui était d'abord au Récamier, où il était malheureux, où je les ai vus beaucoup, où ils jouaient devant, je me souviens, un soir de Noël, où il y avait peut-être 25 personnes dans la salle, et Madeleine était malheureuse comme tout, elle avait raison, qu'il y avait si peu de gens. C'était comme ça, c'était très, très, très pénible. Il s'est relevé quand même, il s'est établi, il a commencé, il est allé jouer Rabelais, il a pris l'Élysée-Montmartre, le centre de catch, n'est-ce pas? Oui, de catch, plus que de boxe. Et puis, il s'est refait une nouvelle vie, encore une nouvelle vie. C'était assez étonnant ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire. Et il s'est refait une grande vie, parce qu'après tout, après il y a eu Orsay. Il y a eu Orsay, et puis après il y a eu le rond-point. Le rond-point. Et à Orsay et au rond-point, ce qu'il a fait, ce n'était pas seulement de faire du théâtre, mais d'établir des lieux où le théâtre vivait. Le théâtre vivait. On allait au théâtre du Rond-Point, on allait au théâtre d'Orsay, et on était dans un endroit où le théâtre vivait partout. Alors ça peut avoir l'air d'être un détail, mais par exemple le fait qu'il a institué des restaurants dans ces théâtres, qu'on pouvait être là avant et après, avec les acteurs. Lui y était aussi. Mais bien sûr. Lui et Madeleine y allaient dîner. C'est ça. C'était vraiment. C'était pas aussi couru que ça à l'époque. Oui, formidable, assez formidable. De formidable, d'ailleurs, il avait fait une soirée, je crois que je l'ai mentionné tout à l'heure, au bénéfice de la Maison Française. C'était un gala à Alice Tully Hall, et que Paul Jenkins avait organisé avec nous. Et c'était le début de ce que nous avons vu là tout à l'heure.
Et c'était une très grande soirée, belle soirée. Et à la fin de la soirée, on en a parlé et il a dit tiens, j'ai pas vu beaucoup d'étudiants. Je dis écoute, non, parce que les billets se vendaient à je ne sais pas quoi, $200 ou quelque chose. Il a dit ah bon. Et il a décidé qu'il allait venir le lendemain matin. Il est venu à 11h du matin le lendemain refaire le même programme à la Maison France. Non, c'était au Student Center dans un espace plus grand où les étudiants, on a pu contacter les étudiants, ils sont venus, ils étaient ravis. Il a fait le même programme pour eux, comme ça, le pied levé, parce qu'il avait envie d'être vu par les étudiants. C'était pas mal de faire ça. Moi, j'en connais pas beaucoup qui auraient fait ça. Bon. Olivier. La parole, mais c'est simplement mon admiration pour Barrault, en fait, qui fait que j'ai envie de dire encore une chose. Barrault a fait ce que Villard n'a pas réussi, à savoir le répertoire contemporain. Villard croit, d'abord il est auteur, encore dans l'immédiate après-guerre, il croit encore à lui-même en tant qu'auteur, et surtout, il ne trouve pas les auteurs. Donc il répond à Jean Genet, j'ai bien reçu votre manuscrit, mais il répond à Beckett, votre manuscrit a l'air tout à fait passionnant, mais il passe à côté systématiquement de tous les grands écrivains de son époque. Je le dis avec tout l'amour que j'ai pour Villard. Ce qu'il cherche, il cherche une chose, c'est pour ça qu'il ne trouve pas. Il cherche, Villard, il cherche un Genet marxiste. Voilà. Et Pichette, à un moment, semble être à la fois la langue lyrique, mais l'idéologie de la lutte des classes. C'est pas aller très loin, hein, ils se sont même fâchés. Et là, c'est raté. Et quand on compare, au contraire, ce que Barrault fait, alors bien sûr, aujourd'hui, on se dit, il a monté des grands auteurs, il a monté Beckett, Claudel, et puis plus tard Duras, etc. Ça paraît évident aujourd'hui, mais c'était chaque fois un acte de courage absolu, incroyable. Beckett aussi, il a monté plusieurs. Beckett aussi, bien sûr. Et tu avais raison de rappeler Vautier, par exemple. C'est incroyable. Il a repensé le geste théâtral à partir des poètes. Et ça, vraiment, Villard en a été totalement incapable. Une des choses que je n'ai pas réussi à voir chez Barrault, j'étais pas là au bon moment, et que je regretterai toujours, c'est le personnage combattant de Vautier. Une pièce merveilleuse que personne ne connaît, que personne n'a joué sauf Barrault, mais qui est une pièce formidable, que j'aurais bien aimé voir. Je mettrais juste une exception, Olivier, quand même. Villard a découvert Gatti et a soutenu Gatti envers et contre tous, avec un spectacle qui a été une grosse catastrophe, mais c'est comme ça que les grandes aventures commencent, qui était le Crapaud buffle. Et il l'a absolument soutenu. Mais je suis d'accord, par exemple. Ah bah si, parce que c'est pas Gatti. Oui. Oui. Gatti est devenu metteur en scène de ses textes assez tard, en fait, à la fin des années 60, enfin deuxième moitié des années 60. Et là, c'est presque 10 ans avant, c'est toute fin des années 50. Mais pour le reste, je suis d'accord. Pichette, par exemple, personne ne s'en souvient. Enfin, personne le lit encore maintenant, je crois. J'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de jouer Villard contre Barrault. C'est pas l'un contre l'autre. Il y a de la... Rappelez aussi que c'est un des rares Français qui a suivi et qui a une extrême sensibilité à Artaud. C'est-à-dire qu'il est resté absolument lié à toute la période d'Artaud, etc. Et ça, à une époque dans les années 50 où Artaud n'était pas en ligne de mire, puisque d'abord il venait de mourir en 47 et surtout 48, et surtout que c'était plus ça dont il fallait parler. Lui est resté complètement débiteur d'Artaud. Bon, ah oui, Nicole. Bonjour, j'ai une question assez pragmatique, peut-être pas très intéressante, mais vous indiquez que la compagnie Renaud-Barrault
a circulé partout dans le monde. Je voulais savoir comment c'était financé, comme c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup au service culturel. Oui, mais justement, alors moi je ne suis pas dans le secret, mais je sais que c'était quand même des entreprises privées, c'est-à-dire qu'ils avaient je pense qu'ils vendaient à l'avance le spectacle là où ils allaient, mais ils avaient très très peu de subventions, très 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 peu. Et peut-être qu'ils étaient un tout petit peu aidés pour partir à l'étranger, mais rien à voir avec une vraie subvention. Donc c'est pour ça d'ailleurs que, en fait, il restait un certain temps dans chaque ville jusqu'à ce que, ils profitaient du succès qu'ils avaient dans chaque ville. Ils ne faisaient pas que passer parce qu'il fallait sans doute remplir les caisses aussi. Oui, donc des fonds privés, des fonds. D'accord. Qui a travaillé à la fois sur les tournées de Barrault et avant sur les tournées de Joubert. Ah bon. Ah ben voilà, il faut lire les thèses. Voilà pourquoi on fait des rencontres. Oui. Mais enfin, je sais qu'ils étaient souvent au bord de la panique. Moi, enfin, pas de la panique, mais enfin, ils ne roulaient pas sur l'or. Hein. Non. Et il y a eu des moments très, très difficiles. Je sais que Jean-Louis, dans sa jeunesse, avait acheté, je ne sais pas comment, enfin, il avait un Picasso. Et c'était toujours le Picasso, il était au bord d'être vendu pour sauver la troupe. D'ailleurs, il a fini par le vendre, mais plus tard, beaucoup plus tard. Bon. C'est tout ? Eh bien, merci. Merci beaucoup. On s'en va.